L'épée qui tue le roi coupe les cordes qui maintiennent l'empire. Proverbe aquilonien. Les rues de Tamar grouillaient de meutes hurlantes, brandissant leurs poings et des piques rouillées dans les airs. On était 1 heure avant l'aube du 2e jour qui avait suivi la bataille de Chamu, et les événements s'étaient succédé à une vitesse propre à donner le vertige. Par des moyens connus de Tsotalati lui seul, la nouvelle de la mort du roi était parvenue à Tamar en moins d'une demi-douzaine d'heures après la bataille, ce qui avait déclenché le chaos. Les barons avaient déserté la capitale royale, s'éloignant à bride abattue, pour aller protéger leur forteresse contre les maraudeurs des voisins. Le royaume uni et soudé qu'avait bâti Conan semblait sur le point de se disloquer, et les hommes du peuple, tout comme les marchands, tremblaient à l'idée d'un retour imminent du régime féodal. Le peuple demandait à corps et à cri un roi pour le protéger de sa propre aristocratie, tout autant que d'ennemis venus de l'étranger. Le comte Trocero, que Conan avait laissé en charge de la cité, tentait de les rassurer. Mais, dans leurs peurs irraisonnées, ils se souvenaient des vieilles guerres civiles et comment ce même comte Trocero avait assiégé Tamar 15 ans plus tôt. On criait dans les rues que Trocero avait trahi le roi et qu'il projetait de mettre la ville à sac. Les mercenaires commencèrent à piller plusieurs quartiers, traînant au dehors les marchands hurlants et des femmes terrifiées. Trocero chargea les pillards, jonchant les rues de leurs cadavres, repoussant dans la plus grande confusion les survivants dans leurs baraquements et mettant les meneurs aux arrêts. Et pourtant la foule ne se calmait pas, se pressait dans les rues, vociférait, poussait des cris incohérents, hurlant que le comte avait déclenché la mutinerie pour son compte. Le prince Harpello se présenta devant un conseil en pleine ébullition et annonça qu'il était prêt à prendre les rênes du gouvernement jusqu'à ce qu'on puisse s'accorder sur un nouveau roi. Conan n'ayant pas de fils, pendant qu'il débattait, ses agents s'infiltrèrent discrètement dans la populace qui voulait s'accrocher à la moindre bribe de sang royal. Le conseil entendit la tempête qui faisait rage au bas de ses fenêtres, où la foule acclamait Harpello le sauveur. Le conseil céda à la pression. Trocero refusa d'abord de rendre le bâton qui symbolisait son autorité, mais la foule le pressait de toutes parts. Réalisant la futilité d'un combat de rue avec les troupes d'Harpello dans de telles conditions, Trocero jeta son bâton à la face de son rival. Son dernier acte officiel fut de faire pendre les meneurs des mercenaires sur la grande place du marché, puis il quitta la ville par la porte sud, chevauchant à la tête de ses 1500 cavaliers en armes. La grande porte se referma lourdement derrière lui, et alors le masque suave d'Harpello glissa de son visage pour révéler la face sinistre d'un loup affamé. Les mercenaires taillés en pièces ou retranchés dans leurs baraquements, les seuls hommes arpentant les rues de Tamar étaient les siens. Assis sur son cheval de guerre sur la grande place, Harpello s'autoproclama roi d'Aquilonie sous les clameurs de la foule bernée. Publius, le chancelier, qui s'était opposé à cette nomination, fut jeté en prison. Les marchands qui avaient accueilli cette proclamation royale avec soulagement s'aperçurent avec consternation que la première décision du nouveau monarque fut de leur imposer une taxe écrasante. 6 riches négociants, envoyés en délégation pour contester la mesure, furent capturés et décapités sans autre forme de cérémonie. Un silence de stupéfaction et d'hébétude suivit cette exécution. Les marchands, confrontés à un pouvoir que l'argent ne pouvait acheter, se prosternèrent sur leur ventre, grassouillaient et léchèrent les pieds de leurs oppresseurs. Les gens du peuple ne furent pas émus du sort des marchands, mais se mirent à murmurer entre eux lorsqu'ils se rendirent compte que les soldats de Pélia, fanfaronnant sous couvert de maintenir l'ordre, ne valaient pas mieux que des bandits turaniens. Les plaintes pour extorsion, meurtre, viol se multiplièrent auprès d'Harpello, qui avait établi ses quartiers dans le palais de Publius après la rébellion de ses conseillers. Ces derniers, désespérés et condamnés par les ordres d'Harpello, s'étaient barricadés dans le palais royal et résistaient. Harpello s'était en revanche emparé du palais de Plaisance, et les femmes de Conan avaient été envoyées dans ses appartements. Le peuple murmura à la vue des beautés royales qui se tordaient sous les mains brutales de leurs ravisseurs en armure. Des demoiselles aux yeux noirs de Poitin, de minces jeunes filles aux noires chevelures de Zamora, de Zingara et d'Iracani, les Brituniennes aux cheveux blonds ébouriffés, tremblantes de peur et de honte, n'ayant pas l'habitude de la brutalité. La nuit s'abattit sur une cité en proie à l'agitation et à la confusion les plus extrêmes, et avant minuit, la rumeur se répandit
mystérieusement, les Cotiens n'en resteraient pas à leur victoire et étaient en train d'assiéger les murs de Shamar. Quelques membres des obscurs services secrets de Tsota n'avaient su tenir sa langue. La peur ébranla le peuple comme un tremblement de terre, et personne ne fit l'effort de réfléchir, de se demander comment la nouvelle avait pu être connue avec autant de rapidité. Ils se ruèrent aux portes d'Arpello, lui intimant de faire marche en direction du sud et de repousser l'ennemi derrière les frontières du Tibor. Le nouveau roi aurait pu leur faire subtilement remarquer qu'il ne pouvait pas lever une armée avant que les barons rallient sa cause pour la couronne. Mais, ivre de pouvoir, il se contenta de leur rire au nez. Un jeune étudiant, Athémide, se hissa sur une colonne de la place du marché et accusa en termes incendiaires Arpello d'être un pantin de Strabonus, dressant un portrait saisissant de la vie sous le joug cotien, avec Arpello dans le rôle de satrape. Avant qu'il ait terminé, la foule hurlait de peur et frémissait de rage. Arpello envoya ses soldats arrêter le jeune homme, mais la foule s'empara de ce dernier et le fit s'enfuir avec elle, lançant une pluie de chats morts et de pierres sur les soldats lancés à leurs troupes. Une volée de carreaux d'arbalète mit la foule en déroute, et une charge de cavalerie laissa le marché jonché de cadavres. Mais on fit quitter la ville à Artémide, au nez et à la barbe des ennemis, afin que celui-ci aille implorer Trocéro de reprendre Tamar et de marcher à la rescousse de Shamar. Athémide trouva Trocéro en train de lever son camp aux portes de la ville, prêt à marcher sur Poitin, dans les confins du sud-ouest du royaume. Il répondit aux suppliques ardentes du jeune homme en expliquant qu'il n'avait ni les forces suffisantes pour prendre Tamar d'assaut, même avec l'aide de la population, ni de s'opposer à Strabonus. De plus, des nobles avides iraient piller Poitin dans son dos tandis qu'il combattrait les Cotiens. Le roi étant mort, chacun devait veiller sur ses propres intérêts. Il allait donc en Poitin pour tâcher de le défendre du mieux qu'il pouvait contre Arpello et les alliés étrangers. Pendant qu'Athémide tentait de persuader Trocéro, la foule continuait à arpenter les rues de la ville avec une rage issue du désespoir. Au pied de la grande tour qui se dressait à côté du palais royal, la foule allait et venait, hurlant sa haine à l'encontre d'Arpello qui, juché sur les tourelles, se moquait d'elle en riant, tandis que ses arbalétriers noircissaient les parapets, parés à tirer, les doigts pressés sur les détentes de leurs arbalètes. Le prince de Pellia était un homme de taille moyenne, aux épaules larges, au visage sombre et sévère. C'était un comploteur, certes, mais aussi un combattant. Sous son jupon de soie au tissu brodé d'or, ses manches évasées luisaient une armure d'acier poli. Ses longs cheveux noirs étaient bouclés et parfumés, retenus en arrière par un mince bandeau d'argent, mais une large épée dont le pommeau d'argent montrait les signes de bataille et de campagne militaire pendait à son flanc. « Imbécile, hurlez tant que vous le voulez. Conan est mort, tandis qu'Arpello est roi. » Même si toute l'Aquilonie venait à se liguer contre lui, il disposait de suffisamment d'hommes pour tenir les remparts jusqu'à ce que Strabonus arrive. Mais l'Aquilonie était divisée et déchirée par des querelles intestines. Déjà les barons faisaient des préparatifs en vue de s'emparer des trésors de leurs voisins. Arpello n'avait qu'à se soucier de la foule qui ne pouvait rien contre lui. Strabonus se taillerait un chemin à travers les lignes clairsemées des barons en guerre, comme une galère fend l'écume, et Arpello n'avait qu'à tenir la capitale royale jusqu'à son arrivée. Imbécile, Arpello est roi. Le soleil se levait sur les tours orientales. Une tache surgit dans les airs en provenance de l'aube écarlate, tache qui devint progressivement une chauve-souris, puis un aigle. Alors tous ceux qui contemplaient ce spectacle hurlèrent de stupéfaction, car sur les toits de Tamar fondit une créature telle que les hommes n'en avaient connue que dans les légendes à demi oubliées. Elle survola la grande tour en battant de ses ailes gigantesques, et une silhouette bondit d'entre celles-ci. Puis, dans un battement d'ailes assourdissant, la créature disparut et les gens clignèrent des yeux, se demandant si tout cela n'avait été qu'un songe. Mais sur la tourelle se dressait une figure barbare et sauvage, à demi nue, tachée de sang, brandissant une grande épée, et de la foule monta une clameur qui vint s'ébranler jusqu'à la tour. « Le roi! C'est le roi !» Arpello était cloué sur place. Il poussa un cri et bondit en direction de Conan. Avec un rugissement léonin, le cimérien para la lame qui s'abattait sur lui en sifflant, puis, laissant tomber sa propre épée, se saisit du prince et le hissa au-dessus de lui en le tenant par le cou et l'entrejambe. « Emporte tes complots avec toi en enfer » hurla-t-il, jetant au loin le prince de Pellia comme s'il se fût s'agi d'un sac de sel, le jetant dans le vide d'une hauteur de près de 150 pieds.
La foule reflua comme le corps tombait des airs et venait s'écraser sur les pavés de marbre, faisant gicler os et cervelle. Harpello resta à terre, réduit en bouillie dans son armure étincelante, tel un scarabée écrasé. Les archers des tours reculèrent. Toute velléité les ayant abandonnés, ils s'enfuirent, et les hommes du conseil qui avaient été assiégés sortirent du palais en courant et se jetèrent sur eux avec frénésie. Les chevaliers et les fantassins péliants tentèrent de trouver refuge dans les rues, mais la foule les mit en pièces. Dans la ville, les combats alternaient entre simples escarmouches et batailles rangées. On pouvait apercevoir des casques rehaussés de plumes et des visières d'acier surnager quelques instants puis disparaître dans la mêlée. Des épées tailladaient furieusement les forêts de piques et la clameur de la foule emplissait l'air. Des vivats se mêlant aux cris sanguinaires et aux râles d'agonie. Et tout en haut, dominant le combat, la silhouette peu vêtue du roi se balançait tel un homme ivre sur les créneaux, brandissant ses bras épais et riant à gorge déployée d'un rire qui se moquait de toutes les foules et de tous les princes, et même de sa propre personne. Un arc long, un arc puissant, alors que les cieux se noircissent, la corde dans l'entaille, l'empenne à l'oreille, et le roi de Cotte pour cible. Chant des archers bossoniens. Le soleil du milieu d'après-midi étincelait sur les eaux placides du fleuve Tibor, qui baignait les bastions sud de Chamar. Les défenseurs hagards savaient bien que peu d'entre eux verraient le soleil se lever à nouveau. Les pavillons des attaquants noircissaient la plaine. Les habitations de Chamar, inférieures en nombre, les habitants n'avaient pu réussir à les empêcher de franchir le fleuve. Les barges, arrimées les unes aux autres, formaient un pont par lequel l'envahisseur déversait ses hordes sur l'autre rive. Strabonus n'avait pas osé poursuivre sa progression en Aquilonie en laissant Chamar invaincu sur ses arrières. Il avait envoyé sa cavalerie légère, ses saphis, ravager l'intérieur des terres et avait dressé les machines de siège sur la plaine. Il avait fait mouiller une flottille que lui avait fournie Almarus au milieu du cours d'eau, face à la partie de la muraille qui donnait sur la rivière. Des pierres, lancées depuis les balistes de la ville, avaient coulé certains de ces navires, s'écrasant sur les ponts et perforant les coques. Mais les autres restaient en place. Depuis les têtes de mât et les proues, les archers, à l'abri derrière leurs mantelets, faisaient pleuvoir des traits sur les tourelles donnant sur le fleuve. Ces hommes étaient des schémites, nés avec un arc à la main, contre lesquels les archers aquiloniens ne pouvaient espérer rivaliser. Sur la terre ferme, les mangonos faisaient pleuvoir des rochers et des troncs d'arbres sur les défenseurs, fracassant les toits des maisons, écrasant leurs occupants comme des scarabées. Les béliers martelaient sans arrêt les murailles. Tels des taupes, des sapeurs creusaient des tunnels pour aller miner le pied des tours. Des douves avaient été obstruées dans leur partie supérieure, et celles ainsi asséchées avaient été comblées avec l'aide de roches, de terre et de cadavres des hommes et des chevaux. Des silhouettes en armure se pressaient contre les murs, martelant les grandes portes, dressant des échelles, en poussant des tours de siège dans lesquelles s'entassaient les lanciers. Tout espoir avait abandonné la cité, où 1500 hommes seulement résistaient à 40 000 guerriers. Aucune nouvelle n'était parvenue du royaume à ce poste avancé qu'était la cité. Conan était mort, du moins c'est ce que scandaient avec joie les envahisseurs. Seuls des murs solides et le courage désespéré des défenseurs avaient permis de résister aussi longtemps à l'assaillant, mais cela ne durerait pas éternellement. Le mur occidental n'était plus qu'un amas de gravats sur lequel les défenseurs trébuchaient lors de corps à corps féroces avec les envahisseurs. Affaiblis par le travail de sape, les autres murs vacillaient dangereusement, menaçant de s'écrouler à tout instant. Les assaillants se regroupaient en vue d'un assaut massif. Les olifants résonnèrent et les rangs d'acier se formèrent sur la plaine. Les tours d'assaut, recouvertes de cuir vert, s'ébranlèrent. Les habitants de Chamar aperçurent les bannières de Cotte et d'Ophir flottant côte à côte au vent au milieu des lignes ennemies. Dans les rangs des chevaliers, ils distinguèrent la silhouette funeste d'Almarus dans son armure dorée et celle plus trapue de Strabonus dans son armure noire. Entre ces deux formes se trouvait celui qui faisait frémir de peur le plus brave des défenseurs, un vautour décharné dans une robe légère. Les piquiers se mirent en marche, recouvrant la plaine comme des vagues étincelantes d'une rivière d'acier liquide. Les chevaliers s'élancèrent à leur tour, lances dressées, guidons au vent. Les guerriers sur les remparts prirent une longue inspiration, consignèrent leurs âmes à Mithra
et empoignèrent fermement leurs armes, ébréchées et ensanglantées. Soudain, sans que rien ne vienne l'annoncer, le son d'un clairon transperça le vacarme. Le fracas d'une horde de cavaliers en marche vint recouvrir le bruit de l'armée des envahisseurs. Au nord de la plaine, sur laquelle avançaient les forces ennemies, s'élevait une série de collines basses qui montaient telles des marches titanesques en direction du nord et de l'ouest. C'est de ces collines qu'apparurent soudain des spahis qui avaient ravagé les campagnes environnantes. Comme l'écume chassée par la tempête qui s'annonce, ils galopaient à bride abattue, la tête penchée sur l'encolure de leurs chevaux. Derrière eux, les lueurs du soleil couchant vinrent frapper un océan d'acier étincelant en mouvement. Bientôt les lignes d'acier se découpèrent nettement, sortant des cols. Des cavaliers en armure lançaient au galop la grande bannière du lion d'Aquilonie flottant au-dessus d'eux. Un cri électrisé secoua les sentinelles postées sur les tours et fit trembler la terre. Les défenseurs, ivres de joie, firent battre leurs épées ébréchées contre leurs boucliers d'acier cabossés. Quant à la population, mendiants dépenaillés comme marchands opulents, putains en robes rouges et gentes dames tout en soie et de satin vêtues, tous tombèrent à genoux, criant leur joie à Mithra, des larmes de gratitude coulant le long de leurs visages. Strabonus et Arbanus hurlaient des ordres frénétiques afin de faire opérer un demi-tour à la masse imposante de leurs troupes pour affronter cette menace inattendue. « Nous avons toujours l'avantage du nombre, à moins qu'ils aient des troupes en réserve, cachées dans les collines, » maugréa Strabonus. « Les hommes sur les tours de siège peuvent empêcher toute sortie des défenseurs de la ville. S'il s'agit de Poiténiens, nous aurions dû nous douter que Trocero tenterait quelque expédition de ce genre. » Almarus poussa soudain un cri inarticulé. « Je vois Trocero et son capitaine Prospero. Mais qui chevauche entre eux ?»« Qu'Ischar nous garde, s'écria Strabonus blêmissant. C'est le roi Conan. Tu délires, glapit Sota, en s'agitant nerveusement. Cela fait des jours que Conan est dans le ventre de Sata. Il se figea, les yeux rivés sur l'armée qui descendait, après rangée dans la plaine. Il n'y avait pas à se méprendre sur cette silhouette géante dans son armure ouvragée, chevauchant le grand étalon noir sous l'immense bannière dont les plis s'agitaient au vent. Un cri de rage féline s'échappa des lèvres de Tsota, maculant sa barbe d'écume. Pour la première fois de sa vie, Strabonus vit le sorcier totalement hors de lui, et il pâlit devant cette vision. « Il y a de la magie à l'œuvre dans tout cela, » s'écria Tsota, plantant les griffes dans sa barbe. Comment aurait-il pu s'échapper et rejoindre son royaume et trouver le temps de revenir avec une armée aussi rapidement? C'est l'œuvre de Pélias, qu'il soit maudit, je sens sa main derrière tout cela, que je sois damné pour ne pas l'avoir tué quand j'en avais la possibilité. Les deux rois restèrent bouche bée à la mention d'un homme qu'ils croyaient mort depuis des années, et la panique des conspirateurs contamina l'armée entière. Tous reconnaissaient l'homme sur le grand étalon noir. Sota devina la terreur superstitieuse qui s'emparait de ces hommes, et la rage déforma ses traits, lui conférant un aspect démoniaque. « Sonnez la charge !» hurla-t-il, brandissant ses bras malingres dans les airs comme un démon. « Nous sommes toujours les plus forts. Chargez, écrasez-moi ces chiens. Ce n'est pas ça qui nous empêchera de festoyer dans les ruines de Chamar cette nuit. Oh, Seth !» Il leva les mains vers le ciel et invoqua le dieu serpent à la grande horreur de Strabonus lui-même. « Donne-nous la victoire et je jure que je t'offrirai 500 vierges de Chamar qui se convulseront dans leur propre sang. » Cependant, l'armée ennemie avait débouché sur la plaine. Les chevaliers étaient accompagnés de ce qui ressemblait à une seconde armée, irrégulière celle-là. Des hommes montaient sur des poneys robustes et vifs. Ces derniers mirent pied à terre et formèrent leur rang. Des archers bossoniens imperturbables et des piquiers d'élite du Gunderland, leurs mèches fauves dépassant de leurs visières d'acier et volant au vent. C'était une armée hétéroclite qu'avait assemblée Conan dans ces heures frénétiques qui avaient suivi son retour dans la capitale. Il avait éloigné la foule en furie des soldats pélians qui tenaient les murs extérieurs de Tamar et les avait enrôlés de force. Il avait dépêché un coursier rapide à Trocero, lui demandant de venir le rejoindre. Avec ces hommes-là pour base, il s'était élancé en direction du sud, battant la campagne alentour pour gonfler le nombre de ses recrues et de ses montures. Les nobles de Tamar et des régions avoisinantes avaient augmenté ses forces, et il avait levé des troupes dans tous les villages et châteaux trouvés sur sa route. Il avait beau être d'un courage à toute épreuve, ces hommes ne représentaient qu'une force dérisoire face aux envahisseurs. 1900 cavaliers en armure le suivaient. La majeure partie d'entre eux étaient des chevaliers de Poitin. Le reste, des mercenaires et des soldats de métier au service des nobles loyaux, constituaient son infanterie, à savoir 5000 archers, 4000 piquiers. Cette armée s'avançait, maintenant en ordre de bataille, tout d'abord les archers, puis les piquiers, et derrière eux les chevaliers, allant au pas.
Arbanus ordonna à ses troupes de faire un mouvement contre les nouveaux arrivants. Celles-ci se déployèrent tel un océan d'acier étincelant. Les sentinelles postées sur les tours de la cité tressaillirent en voyant cette formidable armée dont la supériorité était évidente. Les archers chémites s'avançaient en premier, puis les lanciers cottiens, puis les chevaliers en armure de Strabonus et d'Almarus. L'objectif de ces derniers était évident, utiliser son infanterie pour balayer celle de Conan, ouvrir la voie pour une irrésistible charge de la cavalerie lourde. Les chémites ouvrirent le feu à un peu moins de 500 mètres, et une nuée de flèches vint noircir les cieux. Les archers occidentaux, ayant pour eux l'expérience d'un millier d'années de combats impitoyables contre les sauvages pictes, poursuivirent leur progression, resserrant les rangs là où tombaient leurs camarades. Ils étaient bien moins nombreux que leurs adversaires, et l'arc chémite avait une bien plus longue portée. Mais les Bossoniens étaient les égaux de leurs ennemis en adresse, et ils compensaient leur infériorité quant à la science du tir à l'arc par un courage supérieur et par l'excellence de leurs armures. Ils décochèrent leurs traits à bonne portée, des rangs entiers de chémites se couchèrent. Les guerriers à la barbe bleu-noir dans leurs simples cottes de mailles légères ne pouvaient résister aux volets de flèches comme les Bossoniens dont les armures étaient plus résistantes. Ils brisèrent leurs rangs, jetant leurs arcs au loin, et leur fuite sema la confusion dans les rangs des lanciers cottiens derrière eux. Sans le support des archers, les fantassins tombèrent par centaines sous les traits des Bossoniens, et chargeant pour un corps à corps désespéré, ne rencontrèrent que les lances des piquiers. Aucune infanterie n'était de taille à résister aux sauvages Gundermen, dont les terres natales, la province la plus septentrionale de l'Aquilonie, n'étaient qu'à une journée de marche des frontières de la Cimmérie, de l'autre côté des marches bossoniennes. Les Gundermen, nés pour la bataille, élevés dans le goût de celle-ci, avaient le sang le plus pur de tous les peuples iboriens. Les lanciers cottiens, désorientés par des lourdes pertes qu'avaient causées les archers, furent taillés en pièces et refluèrent dans un grand désordre. Strabonus hurla de rage quand il vit que son infanterie n'était repoussée. Il hurla de nouveau pour demander une charge générale. Arbanus rechigna, lui montrant des troupes bossoniennes en train de former en bon ordre, juste devant les lignes de la chevalerie aquilonienne, restée immobile pendant toute la mêlée. Le général conseilla un retrait provisoire pour faire sortir les chevaliers occidentaux du couvert des bois sous lesquels ils étaient abrités. Mais Strabonus était fou de rage. Il regarda les longues lignes étincelantes de ses chevaliers, jeta un coup d'œil aux quelques poignées de silhouettes en armure qui s'opposaient à lui, et ordonna à Arbanus de donner l'ordre à la charge. Le général recommanda son âme à Ishtar et fit sonner l'olifant doré. Dans un grondement de tonnerre, la forêt des lances s'abaissa, et la grande armée s'élança en travers de la plaine, prenant son élan et se préparant à l'impact. Toute la plaine vibra au rythme des sabots et des chevaux. L'acier et l'or luisaient à un tel point qu'ils aveuglaient les sentinelles sur les tours de Chamar. Les escadrons enfoncèrent les lignes disparates des lanciers, piétinant les amis comme les ennemis, pour déboucher droit sous une pluie de flèches bossoniennes. Ils traversèrent la plaine dans un fracas titanesque, chevauchant la tempête avec un air sinistre, balayant les chevaliers aux armures étincelantes comme autant de feuilles d'automne. Encore 100 pas, et ils seraient sur les Bossoniens et les faucheraient comme du blé. Mais la chair et le sang ne pouvaient endurer plus longtemps cette pluie mortelle qui sifflait et hurlait parmi eux. Épaule contre épaule, pieds bien campés au sol, les archers se tenaient debout, traits à l'oreille, et décochaient comme un seul homme en poussant des râles brefs et rauques. Toute la première ligne des chevaliers s'effondra en un instant, et leurs camarades trébuchèrent et tombèrent sur les cadavres des chevaux et des hommes criblés de flèches. Arbanus était à terre, une flèche en travers de la gorge, le crâne fracassé par les sabots de son destrier à l'agonie, et la confusion régnait dans les rangs des envahisseurs. Strabonus criait un ordre, Almarus un autre, et tous s'étaient éveillés dans cette crainte superstitieuse qu'avait suscité l'apparition de Conan. Tandis que les rangs étincelants refluaient dans la plus grande confusion, les trompettes de Conan retentirent et les archers s'écartèrent pour laisser passer la terrible charge de la cavalerie aquilonienne. Des deux armées se heurtèrent dans un fracas digne d'un tremblement de terre qui fit vaciller jusqu'au tour de Chamar. Les escadrons désorganisés des envahisseurs ne pouvaient espérer résister à la pointe d'acier hérissée de lances qui fondaient sur eux comme la foudre. Les longues lances des attaquants mirent leurs rangs en charpie, et les hommes de Poitin s'enfoncèrent à grands coups de moulinet et de terribles épées à deux mains dans leurs lignes. Le fracas et l'écho de l'acier étaient tels qu'on aurait dit 1 million de marteaux sur autant d'enclumes. Les soldats sur les remparts restèrent pétrifiés, assourdis par ce grondement de tonnerre,
S'agrippant au créneau et regardant ce maelstrom d'acier mouvant, il voyait les panaches jetés dans les airs au-dessus de cette mer d'épée, et les étendards vaciller puis tomber à terre. Almarus s'écroula et mourut piétiné, l'épaule fendue en deux par la grande épée à 2 mains de Prospero. La multitude des envahisseurs s'était refermée sur les 1900 chevaliers de Conan, mais autour de cette pointe d'acier qui s'enfonçait toujours plus avant dans les lignes flottantes des ennemis, les chevaliers de Cotte et d'Ophir caracolaient et frappaient en vain. Ils n'arrivaient pas à briser cette pointe d'acier, s'étaient débarrassés de l'infanterie cottienne qui se dispersait dans une fuite éperdue sur toute la surface de la plaine. Les archers et les piquiers parvinrent aux abords de la mêlée. Les uns décochèrent leurs traits à bout portant, et les autres se précipitèrent pour taillader les sangles et les ventres des chevaux et empaler les cavaliers sur leurs longues piques. Tout au bout de la pointe d'acier, Conan hurlait son cri de guerre païen et balançait sa grande épée en des arcs étincelants qui se jouaient des aumes d'acier et des hobereaux. Il s'enfonçait dans une mer d'acier et les chevaliers de Cotte se refermèrent derrière lui, le coupant de ses propres hommes. Conan frappa comme l'éclair, se frayant un chemin dans les rangs ennemis grâce à la puissance et à la rapidité, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin face à Strabonus, livide, entouré de sa garde royale. À cet instant, la bataille était véritablement indécise. Grâce à son avantage numérique, Strabonus avait là une occasion d'arracher la victoire à la barbe des dieux. Mais il poussa un cri quand il aperçut enfin son ennemi à portée de main, et il abattit furieusement sa hache. Le coup fut défléchi dans une pluie d'étincelles par le casque de Conan. Le Cimmérien chancela un instant puis riposta. Sa lame, de près de 5 pieds de long, brisa le casque et le crâne de Strabonus. Le destrier du roi de Cotte se cabra en hennissant, projetant à bas de selle le corps désormais inerte et avachi de son cavalier. Une grande clameur monta des rangs de l'armée, qui sembla hésiter, puis se remit à refluer. Trocero et les hommes de sa garde se taillèrent un chemin à coups d'épée jusqu'aux côtés de Conan, et la grande bannière de Cotte tomba à terre. Soudain, une terrible explosion, accompagnée d'une puissante clameur, retentirent à l'arrière des lignes des envahisseurs abasourdis encore sous le choc de cet épisode. Les défenseurs de Chamar s'étaient lancés dans une sortie désespérée. Ils taillèrent en pièces les soldats massés devant les grandes portes extérieures, fauchèrent les hommes qui suivaient la troupe, incendièrent les pavillons et détruisirent les machines de siège. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. L'armée étincelante se disloqua de toutes parts pour se transformer en bande de fuyards. Leurs vainqueurs, furieux, les exterminèrent. Les fugitifs se précipitèrent en direction du fleuve, mais les hommes de la flottille, déjà harassés par des pluies de pierres et de flèches des habitants de la ville, qui avaient retrouvé toute leur ardeur combative, abandonnèrent le combat et gagnèrent la rive sud, laissant leurs camarades à leur sort. Beaucoup de ceux-ci réussirent cependant à gagner le rivage opposé en traversant le fleuve sur des barges jusqu'à ce que les hommes de Chamar coupent les amarres de celles-ci et qu'elles ne se mettent à dériver. Le combat s'en transforma alors en massacre. Jetés dans le fleuve où ils se noyaient sous le poids de leurs armures, ou taillés en pièces sur la berge, les envahisseurs périrent par milliers. Ils n'avaient offert aucun quartier, ils n'en eurent droit à aucun. Des pieds des collines basses jusqu'aux rives du fleuve du Tibor, la plaine était jonchée de cadavres et la rivière charriait les flots écarlates, encombrés de cadavres flottants. Des 1900 chevaliers qui avaient accompagné Conan dans le sud, à peine 500 étaient encore en vie pour se vanter de leurs cicatrices, et le massacre dans les rangs des archers et des piquiers était plus colossal encore. Mais la grande armée étincelante de Strabonus et d'Almarus avait été réduite à néant, et ceux qui s'enfuirent étaient moins nombreux que ceux qui étaient morts au combat. Tandis que le carnage se poursuivait le long des berges du Tibor, le dernier acte de ce drame sinistre était en train de se jouer dans les prairies au-delà. Parmi ceux qui avaient réussi à traverser le fleuve sur les barges se trouvait Tsota. Il galopait à la vitesse du vent sur une monture malingre et étrange dont nul cheval n'aurait pu imiter le courrieux galop. Piétinant indifféremment et sans pitié, les amis comme les ennemis, il gagna la berge sud. C'est alors qu'un coup d'œil, jeté en arrière, lui fit apercevoir une sinistre silhouette lancée à sa poursuite sur un étalon noir. Les lanières qui retenaient les barges avaient été coupées, et celles-ci dérivaient sur le fleuve. Mais rien ne semblait pouvoir empêcher le Cimmérien de se rapprocher. Faisant bondir sa monture, de bateau en bateau, comme un homme sautant d'un bloc de glace à un autre. Tsota poussa un juron désarticulé, mais le grand étalon franchit le dernier obstacle en un bond, poussant un hennissement de douleur et en atterrissant sur la rive sud.
Alors le sorcier lança sa monture pour aller se perdre dans les prairies désertes, talonné par le roi qui, mu par une énergie sauvage, chevauchait en silence, brandissant la grande épée qu'il éclaboussait sur son chemin de gouttes écarlates. Ils galopèrent ainsi, le chasseur et sa proie, mais l'étalon noir ne parvenait pas à gagner un pouce de terrain, bien qu'il mît à contribution le moindre de ses nerfs et de ses muscles. Ils s'enfuirent dans un paysage crépusculaire aux ombres trompeuses, jusqu'à ce que la vue et le son de la bataille disparaissent loin derrière eux. Puis, une tache noire apparut dans le ciel, tache qui se transforma en un aigle gigantesque en s'approchant. S'abattant des cieux, la chose fondit sur la tête de la monture de Tsota, qui hennit et se cabra désarçonnant son cavalier. Le vieux Tsota se releva pour faire face à son poursuivant. Ses yeux ressemblaient à ceux d'un serpent frappé de folie, et son visage était un masque inhumain. Il tenait dans chaque main quelque chose qui scintillait, et Conan comprit qu'il tenait là la mort. Le roi sauta à bas de sa monture et s'avança à grandes enjambées vers son ennemi, épée levée haut dans les airs, faisant cliqueter son armure. « Nous nous retrouvons, sorcier !» grimaça-t-il sauvagement. « Ne te rapproche pas, glapit Tsota comme un chacal assoiffé de sang. Je vais t'arracher la chair des os. Tu ne peux pas me vaincre. Même si tu me tailles en pièces, les morceaux d'os et de chair se réuniront pour te hanter jusqu'à ton trépas. Je devine la main de Pélias derrière tout ceci, mais je vous mets au défi tous les deux. Je suis Tsota, fils de... » Conan se lança à l'assaut, faisant étinceler son épée à l'affût du moindre geste de Tsota. Le sorcier leva sa main droite en arrière, puis en avant, et le roi esquiva la menace dans un mouvement rapide. Quelque chose passa juste à côté de son casque pour aller exploser derrière lui, vitrifiant le sable dans un éclair infernal. Avant que Tsota ne puisse jeter le globe qui était dans sa main gauche, Conan trancha son cou émacié d'un coup d'épée. La tête du sorcier s'envola de ses épaules dans un geyser de sang, tandis que le reste de son corps tituba en un instant, comme un ivrogne, puis s'écroula. Pourtant, son regard de démon n'était pas altéré. Il regardait toujours Conan avec la même intensité féline. Ses lèvres se convulsaient horriblement, et ses mains fouillaient le vide comme si elles cherchaient la tête tranchée. Alors, dans un vif bruissement d'ailes, quelque chose fondit du ciel. L'aigle qui avait attaqué le cheval de Tsota. Il saisit la tête dégoulinante du sorcier dans ses grandes serres et s'envola au loin. Conan resta médusé, car de la gorge de l'aigle, il avait entendu retentir un cri humain. C'était celui de Pélias le sorcier. Puis il se passa quelque chose d'affreux. Le corps sans tête se releva du sable et esquissa une fuite hideuse sur des jambes qui allaient se raidissant, les bras tendus en avant, en direction d'un minuscule point noir qui disparaissait peu à peu dans le ciel crépusculaire. Conan resta comme pétrifié, contemplant ce spectacle, jusqu'à ce que la silhouette vacillante disparaisse dans le crépuscule qui empourprait les plaines. « Crom, dit-il, ses épaules puissantes agitées de spasmes. La peste soit de ces rivalités de sorciers. Pélias m'a bien traité, mais je ne serais pas triste de ne plus le voir. Ce qu'il me faut à moi, c'est une bonne épée et un ennemi en chair et en os pour que je puisse lui passer ma lame en travers du corps. Damnation, je donnerais n'importe quoi pour une carafe de vin. » Oui, terminé. Ouais, pas de souci. Ah, elle se couche là? Ouais, je vais répondre un peu au chat. Dis donc, vous avez été bavard pendant la lecture là, je voyais le chat défiler à toute vitesse, j'ai eu du mal à me concentrer. Alors, je remonte dans le chat pour essayer de